Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Depuis une dizaine d'années, le concept des 1000 premiers jours révolutionne la prise en charge des enfants en bas âge. Cet engagement en faveur de la santé de l'enfant dès sa conception permet d'améliorer à la fois la mise en place de ses moyens de défense, la prévention du nombre de maladies du nourrisson et de l'enfant et même la prévention de beaucoup de maladies de l'adulte si fréquentes dans nos régions. Le concept des 1000 premiers jours, c'est la thématique de l'émission d'aujourd'hui et pour en parler, toujours à mes côtés, un spécialiste en la matière, en la personne du docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Oui, effectivement, période importante, car il permet d'assurer un meilleur épanouissement de l'enfant dans toutes ses potentialités, de prévenir aussi beaucoup de maladies de l'enfance, mais de l'adulte aussi, mais d'assurer aussi une meilleure égalité des chances dès le plus jeune âge. Alors pour en parler également avec nous, mesdames Ibello Paméol et Archimède, vous êtes toutes deux puéricultrices, merci de votre présence. Merci. Alors on va commencer par la première question, qu'est-ce qu'exactement ce concept des 1000 premiers jours ? Alors ce concept des 1000 premiers jours est un concept de nutrition qu'on appelle aussi fenêtre d'opportunité et qui se déroule entre la conception et les 2 ans de l'enfant. C'est quelque chose en fait qui est fait pour améliorer le sort de millions d'enfants. Alors pourquoi depuis la conception ? Alors c'est vrai que c'est depuis la conception, puisque c'est au moment de la construction du bébé, de la construction de ses organes, de son développement psychomoteur, de son développement physique, que ça arrive. C'est pour ça que c'est important. D'accord. Alors, on parle aussi des 2 premières années. Donc, on continue donc, depuis la conception jusqu'à ces 2 premières années. Oui, c'est toujours très important parce que lors de la grossesse, l'enfant boit et mange ce que la mère mange, boit. Mais ensuite, dans les 2 premières années, le développement est très important chez l'enfant puisqu'il se construit aussi bien pour la marche que pour son développement psychique. Et ça permet aussi de diminuer aussi les risques de pathologies chroniques après. Alors, dès le début, vous avez dit, dès la conception, l'état de santé de des parents aussi est important, aussi bien celle du père que de la mère. Effectivement, on s'en occupe, on parle de préconception, mais parfois avant que l'idée de la grossesse puisse germer dans la tête des parents. Qu'il soit en bonne santé permet à l'enfant, lui aussi, de croître. Comme quoi, on construit une maison pour avoir construit une maison avec des matériaux sains. Les fondations sont beaucoup plus solides quand les matériaux qu'on utilise sont de bonne qualité. Alors, vous allez parler tout de suite de l'alimentation, mais cette alimentation, elle commence depuis la grossesse, vous l'avez dit. Donner une bonne nutrition à l'enfant dès la grossesse. Depuis la grossesse, et c'est pour ça qu'on en parle, par exemple en PMI, mais aussi les sages-femmes libérales ou les gynécologues lors de la consultation du 4e mois, où on parle d'alimentation aux parents, mais pas seulement, aussi de tout ce qui est développement psychique, l'état mental, l'état physique des parents et particulièrement de la mère. Alors, restons sur l'alimentation. Après la naissance, tout naturellement, on va se tourner vers l'allaitement maternel. Alors c'est vraiment l'alimentation qui est le plus recommandé pour les enfants. C'est celui qui évolue avec la croissance de l'enfant. Effectivement, il est recommandé l'allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois. Et puis de pouvoir continuer, si possible, selon les possibilités des parents, jusqu'à 2 ans. Alors à partir de 4 mois, bien sûr, on va commencer cette fameuse diversification alimentaire qui est une phase cruciale. Alors effectivement, 4 à 6 mois, la diversification, l'important c'est des aliments sains. Donc favoriser tout ce qui est circuit court, tout ce qui est produits locaux. Voilà, puisque avec cette période de confinement, tout ce qui était le plus proche de chez soi, le plus frais, c'est ce qui était le meilleur. Vous voulez dire pas de colorant, pas d'additifs, etc. Pas de colorant, pas d'additifs. Faire attention aussi à tout ce qui est lecture des étiquettes. Éviter les aliments transformés. Donc aller au plus frais et au plus simple. Mais aussi cette période-là va permettre de donner les bonnes habitudes alimentaires à l'enfant. Et bonnes habitudes qu'on va continuer dans les 2 premières années, voire après. Voilà, donc l'apprentissage du goût se fait tôt. C'est vrai que l'apprentissage du goût, on le fait également quand l'enfant va en crèche. Voilà. Et puis aussi après, tous les modes de garde où l'enfant aura l'occasion d'aller. Donc savoir utiliser le goût. Et par exemple, des choses qu'on fait avec les enfants, ça va être aller au marché avec lui, chercher les légumes, préparer avec lui et manger. Ça va être une façon pour lui d'intégrer ce qui est bon
et ce qui est bon pour lui en fait. Alors cette alimentation saine, en fait, elle a un certain nombre de buts. Améliorer le développement de l'enfant et en particulier de son microbiote. Alors effectivement, on dit que le microbiote, c'est l'intestin et le deuxième cerveau du corps. C'est là où aussi il y a des connexions. Donc là, effectivement, apporter le meilleur à l'intérieur, qu'il y ait un équilibre pour qu'effectivement le développement se fasse au mieux. On ne parle pas seulement de développement physique, mais aussi de développement psychologique à tous les niveaux. Ça va aussi avec les interactions avec les parents. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure de l'allaitement. Je vous propose qu'on regarde ce joli reportage avec une maman et son bébé, un reportage au sujet de l'allaitement maternel et on en parle juste après. Inès Honoré, sage-femme, reçoit Nadège, une jeune maman qui a choisi l'allaitement pour l'alimentation de son bébé de 3 semaines. Quand et comment s'alimenter? Quels sont les aliments les mieux adaptés pour une mère qui allaite? Écoutons les conseils d'Inès. C'est bien installé? Oui, ça va. Je vois que Petch boit. Elle a faim. Oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Ça se passe bien? Ben ça va, mais je me sens un peu fatiguée. Je sais pas si c'est dû à l'allaitement, justement. Je me sens un peu vidée. Je sais pas si je mange assez bien. Alors, ça fait 3 semaines que tu es dans ce rythme d'allaitement répété. Oui. Donc déjà là, elle est bien installée. Donc ce que tu dois savoir au niveau de l'alimentation, c'est un peu ce qu'on a vu pendant la grossesse. C'est la continuité. Donc c'est bien manger en fait des fruits et légumes. À peu près on va dire 5 par jour comme il est recommandé. Donc dans les fruits, dans tout ce qu'on a de locaux, donc ça peut être très avantageux. Au niveau des légumes, on a aussi au niveau de nos marchés locaux en fait tout ce qu'il faut. D'accord, que ce soit cru, cuit, en conserve, voilà, mais en tout cas on a des choses qui sont à disposition qui peuvent t'aider. Au niveau de la boisson, c'est de l'eau. Oui. Et tu buvais pas beaucoup d'eau non plus. Non, je buvais pas beaucoup d'eau. Ouais. Bon là je bois un peu plus parce que j'ai très soif malgré tout. Ouais. Donc 2 litres, on va dire 2,5 litres par jour, donc sachant qu'on a 1 litre qui sont amenés un peu par les aliments et le reste par la boisson. Alors l'eau minérale de préférence, parce que tu es sûr qu'il y a des minéraux qu'il faut pour ta supplémentation, donc du coup de calcium, magnésium, et puis des jus de fruits plutôt locaux. Éviter tout ce qui est jus trop sucré, les sodas. Alors, à éviter surtout l'alcool, bien sûr. Je ne peux pas ne pas citer le tabac, le cannabis et tout, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, il faut faire attention. Et puis, au niveau du café, si tu avais l'habitude, tu peux en fait, à la rigueur, prendre 3 tasses de café léger maximum. Sinon, un peu quand même, je ne pensais pas. Voilà, c'est autorisé jusqu'à 3, mais si tu peux diminuer, ce serait très bien. Ainsi que le thé, puisqu'il y a de la caféine dedans et ça peut rendre le bébé un peu excité. Oui. Si on a l'habitude de manger des légumes verts, est-ce que ça provoquerait pas des coliques au niveau du bébé? Non, il y a des fibres. Non, pas de... Il faut que tu manges équilibré toi-même. Et comme tu parles de fatigue, mieux tu vas manger toi-même équilibré, encore une fois. Ça t'apportera tout ce qu'il faut. Ne pas sauter les repas, c'est important. Bébé te sollicite beaucoup en fait, donc sur une journée, tu as très peu de temps pour toi, donc associé à l'alimentation bien sûr le repos, donc voilà, simplement. Après chaque tétée par contre, j'ai très faim, mais les tétées il y en a plusieurs dans la journée, donc je peux pas manger 6 fois par jour. Non, on ne peut pas manger 6 fois par jour. On va rester sur les 3 principaux repas en tout cas. Mais en tout cas, s'ils sont bien structurés, tu devrais avoir moins faim. Et s'il le faut, tu prends un encas, tu privilégies en fait quelque chose de pas du tout gras, de pas sucré. Ça peut être un yaourt en fait non sucré. Ça peut être un fruit. Voilà. D'accord. Voilà. Après, on a l'impression, j'ai l'impression quelquefois je lui donne pas assez de... Comme si mon lait n'était pas assez consistant en fait, qu'il n'était pas assez épais pour elle, qu'il n'est jamais rassasié vraiment. Mais après, il faut voir comment se passe la tétée. Il faut qu'elle soit faut que ce soit une tétée bien efficace. Après, elle est libre de prendre comme elle veut. Là, elle le prend très bien. Elle a quelques petites pauses à respecter. Mais si elle s'endort, donc du coup, c'est que voilà.
C'est pas suffisant. Il faut, ça soit elle est rassasiée ou c'est pas suffisant. Donc il faut la stimuler un petit peu, qu'elle a jusqu'à la fin de sa tétée pour qu'elle ait la partie grasse de la fin de la tétée. D'accord ? Pour qu'elle justement à ce moment-là son estomac soit bien rempli. Si elle ne termine pas la tétée convenablement, elle va réclamer beaucoup plus tôt. Donc, tu vois, elle a fait sa pause et elle reprend tranquillement. Ok. Oui, alors par rapport à la montée de lait, ma mère me dit de prendre... D'ailleurs, elle m'en a acheté des bouteilles de Vitamalt. Donc, est-ce que vraiment ça sert ou c'est une idée reçue Alors, je serais partie sur le principe de te dire idée reçue, dans la mesure où, pour moi, en tant que sage-femme, et comme on a fait le cours sur l'allaitement, on a bien expliqué que mettre bébé au sein de façon régulière, c'est ce qui permettait d'avoir une bonne montée de lait. Donc, boire autre chose à côté, je ne suis pas convaincue. Donc, du coup, ce qu'il faut te dire, c'est que dans l'alimentation, on va rester dans tout ce qui est équilibré. Le Vitamalt est assez calorique, donc ne serait-ce que pour ta perte de poids par la suite. Voilà, à l'occasion. Il n'y a pas d'alcool, certes, mais c'est calorique. Donc, pour que tu aies une bonne montée de lait, ce qu'il faut, mettre ton bébé au sein, qu'il ait un bon rythme installé. Et s'il le faut, on supplémente en biberon si nécessaire. D'accord. Voilà. Alors cette période d'allaitement, au-delà d'une période d'alimentation, c'est aussi une période de connexion entre la maman et son bébé, un environnement affectif et psychologique qui va jouer aussi et qui est important dans cette phase des 1000 premiers jours. Oui, tout à fait, Jennifer, parce que effectivement, un enfant a besoin de créer sa personnalité avec ses pairs. Donc la relation individuelle qu'il a avec sa mère est déjà très importante, c'est une relation duale, mais finalement, avec l'amour et l'encadrement que sa mère lui propose et son père, ça lui permet de se construire. Parce qu'un enfant, il a surtout besoin de la présence en qualité de ses parents, d'avoir des parents disponibles dans la relation avec lui, que ce soit lors du jeu, que ce soit lors de l'alimentation, que ce soit lors d'échanges. Donc à tout moment, il a vraiment besoin d'avoir une relation sécure, importante, et ça se travaille au fur et à mesure. Naturellement, on ne devient pas parent, on n'est pas parent, mais on le devient, comme disait Françoise Dolto. Alors on parle de l'angoisse du 8e mois ou de la séparation faite de façon harmonieuse. De quoi il s'agit exactement ? C'est à peu près vers le 8e mois que l'enfant se rend vraiment compte de qui est qui, la relation entre son père, sa mère, ses proches, vraiment très très proches et les étrangers. Donc il a besoin d'avoir des repères et il faut accepter que cet enfant n'aille pas directement sur une personne étrangère. Donc il faut lui laisser le temps. Et toute l'attention et la tendresse qu'il a avec ses parents lui permettent de se détacher justement de ses parents plus tard. Et alors, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents pour justement accompagner ces enfants-là dans leur développement, dans l'affirmation aussi du caractère ? Alors les conseils qu'on donne en priorité, nous, c'est d'avoir un bon langage, un langage bienveillant, toujours encourageant et positif envers les enfants, surtout leur permettre toujours d'aller de l'avant et d'être confiant et de donner beaucoup d'amour et d'encadrement. L'important aussi, c'est de cultiver des petits bonheurs, comme on peut dire. C'est-à-dire des temps de relation qu'ils ont avec leur enfant, les apprécier. Des temps de joie, c'est important. L'enfant apprend dans la joie. Et donc, effectivement, après, la relation avec les autres est beaucoup plus sereine, beaucoup plus assise. Alors, dans nos modèles culturels, est-ce qu'il est facile de faire entendre à ses parents cette éducation positive, toujours dans la bienveillance ? Est-ce que parfois, vous n'êtes pas confronté à des parents qui souhaiteraient, pour affirmer l'éducation, être plus durs ? Et est-ce qu'il est sans doute trop tôt, j'imagine, dans ces 1000 premiers jours, de marquer cela ? Non, pour nous, il n'est pas trop tôt. Je vois bien dans notre exercice en crèche que les parents, souvent, se laissent aller avoir des paroles souvent fermes envers les enfants. Nous, on est là aussi pour leur expliquer comment l'enfant reçoit ses émotions, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les neurosciences. On sait qu'émotionnellement, l'enfant a besoin de joie et d'entente. Donc, effectivement, quand le parent est plutôt ferme, on lui dit effectivement, c'est peut-être pas la peine d'avoir des termes aussi élevés. Il faut toujours être bienveillant. Le genre d'insultes peuvent être mal perçus. Donc, il vaut mieux que l'enfant se sente vraiment repris, mais toujours dans une dynamique plutôt positive. Et dans nos cultures, ça s'apprécie, parce que les personnes se disent, oui, à sa place, j'aurais pas aimé qu'on me parle ainsi. Donc, se mettre à la place de l'enfant, c'est déjà très, très bien pour les parents. Le père aussi a un rôle tout à fait majeur dans cette période du 8e mois. Oui. Parce que c'est lui, comme on dit, qui intervient comme tiers pour faire la distanciation entre la mère et son enfant. Et souvent, les pères, j'ai remarqué, souvent en structure petite d'enfance, ils acceptent très bien. Ils arrivent très bien, ils ont besoin d'avoir cette place. Ils n'ont pas été présents pendant la grossesse, ils n'ont pas vécu ils ont été présents, mais ils n'ont pas eu cette présence physique comme la mère. Donc, et l'enfant a besoin, comme disait Dr Brianette, très justement, d'avoir cette distance qui se crée. Et le père intervient vraiment à ce moment-là et c'est vraiment favorable pour lui et pour son enfant.
Alors revenons sur cette notion d'alimentation qui peut être porteur, comme on sait chez nous, de certains toxiques, chlordécone, mais tout autre. Comment ces toxiques vont influer, vont intervenir dans le développement de l'enfant? Alors effectivement, on met un enfant au monde. Donc il est en relation avec le monde qui l'entoure. Et les toxiques, nous en avons en Guadeloupe, le chlordécone, les sargasses. Un toxique dont on parle peu mais qui est présent, qui est le sucre, qui est effectivement très présent dans l'alimentation et qui peuvent entraîner des problèmes de santé, de l'ordre du surpoids, de l'obésité qui est une maladie en fait. Alors on propose vraiment les produits sains, éviter tout ce qui est industriel, préparé, aller au plus frais, hein, comme on disait. Et on a maintenant les Nutri-Score sur les aliments, les boîtes alimentaires, et aussi tout ce qui est additif, savoir reconnaître lesquels sont présents pour éviter de les introduire dans l'alimentation de l'enfant. Alors, on a l'habitude de dire que dans les plats cuisinés industriels, il y a de tout, colorants, additifs alimentaires, alors que quand la mère a pris la peine de préparer le repas, elle sait ce qu'elle y a mis, et elle y a mis une seule épice. C'est l'amour qu'elle a rajouté, et celui-là, il ne fait pas de mal. Celui-là ne fait pas de mal, il est même recommandé. Et par exemple, en PMI, lorsqu'on voit les mamans, il y a des conseils qu'on peut donner, c'est que les aliments qu'elle achète, qu'elle les prépare par exemple le week-end, puis après qu'elle les portionne, qu'elle les mette au congélateur, et puis qu'elle puisse retirer dans la semaine, puisque parfois les parents travaillent, ils n'ont pas le temps. Et d'avoir ces petites astuces permet de conserver une alimentation saine pour l'enfant. Alors non seulement il y a de la proximité, de l'échange bienveillante avec son bébé, mais en plus tous ces conservateurs et autres produits peuvent avoir des effets délétères sur le cerveau et sur le microbiote, dont on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Tout ce qui est, malgré tout, tous ces produits extérieurs agissent sur le développement de l'enfant. Et plus ça les atteint tôt, plus il y a des répercussions à l'âge adulte. Alors, on pourrait penser que c'est un peu tôt pour parler d'activité physique, mais non. Dans cette phase des 1000 premiers jours, il y a aussi une grande part consacrée à cette activité physique. Mais alors, de quelle façon ? Alors, nous, concrètement, ça peut être juste bouger quelque temps avec l'enfant. Ça peut être aller faire du vélo. Ça peut très bien aussi être avoir à jouer à chat, à cache-cache, et tout ce genre de mouvement est intéressant pour l'enfant. Surtout, ce qui est important, c'est que l'enfant se rende compte de son corps, qu'il développe son corps, ses habitudes corporelles. Quand vous avez l'enfant qui sort du bain, souvent il saute, il bouge, il faut le laisser s'exprimer. Parce que là, cette activité physique, il va prendre l'habitude de l'avoir. Et effectivement, ça va éviter la sédentarité, et ça va éviter aussi qu'après, au fur et à mesure, il ait envie, ça bouge aussi les parents. Les parents ont envie aussi après de le suivre, de bouger avec lui, parce que comme disait Muriel et Dr Prianet, une alimentation équilibrée permet d'avoir un bon développement. Donc l'enfant après est tonique, il a eu les protéines qu'il fallait, il n'est pas trop lourd, il est à l'aise et toutes ses articulations se développent bien. Donc au niveau de l'activité physique, que ce soit en structure ou à l'extérieur, il n'y a aucun souci, 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de souci avant 3 ans pour qu'un enfant bouge tant qu'il veuille. Y compris dans les structures d'accueil de la petite enfance. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, mesdames Idalo, Paméol et Archimède, de votre présence, de nous avoir éclairé si bien sur ce sujet. Et je vous propose de clôturer cette première partie avec un reportage que nous avons tourné en crèche, une crèche qui veille à faire les choses correctement avec beaucoup de bienveillance pour les enfants. Voilà, olé! Il y a un soleil comme ça et un soleil comme ça. Olé! Dans mon pays, voilà, olé! Ce qui est important en structure d'accueil, en fait, dans la posture que l'adulte va avoir, c'est vraiment l'orientation affective. C'est-à-dire que plus l'enfant aura confiance en l'adulte qui s'occupe de lui, et plus il va déployer son plein potentiel. C'est-à-dire que plus l'adulte sera confiant, sera rassurant, sera soutenant, sera empathique envers l'enfant, et plus l'enfant va se sentir en sécurité. Si l'enfant est mis de côté, ou si on ne s'adresse pas directement à l'enfant, ou si on ne le regarde pas, si on ne lui porte pas assez d'attention, en fait, cet enfant va rester figé dans ses émotions, et les émotions négatives vont faire que ressortir, et il ne s'adaptera
pas en collectivité. Quand l'enfant est suffisamment en sécurité grâce à une bonne orientation affective, on va voir qu'il aura une certaine aisance à se déplacer dans l'environnement. Un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui n'est pas sécurisé au niveau affectif. Par contre, un enfant qui va explorer son environnement, l'explorer, l'expérimenter, c'est un enfant qui va être en totale confiance. Donc on va le laisser un petit peu se mouvoir dans l'espace. Donc les tout petits, on les met au sol pour une motricité libre au sol. On peut leur faire aussi des petits éléments de motricité, leur faire bouger les bras, leur faire bouger le bassin, on les accompagne vraiment. Lorsqu'on fait goûter les premiers aliments aussi à l'enfant, c'est important de le mettre à table sur une chaise. Et lorsqu'on va lui présenter l'assiette, il faut que l'assiette soit assez attractive au niveau des couleurs pour que l'enfant puisse vraiment avoir envie de découvrir ce qu'il mange. Donc très tôt, on utilise le système de double cuillère. C'est-à-dire que l'enfant va avoir une cuillère dans sa main et va essayer aussi de prendre dans l'assiette et de porter à sa bouche. Cet apprentissage est vraiment nécessaire pour que, quand il sera un petit peu plus grand, le geste soit beaucoup plus précis. Lors d'échanges des enfants, c'est important qu'il y ait une relation privilégiée qui se crée avec l'enfant. C'est-à-dire que la personne qui s'occupe de l'enfant va l'emmener dans la salle de bain, va lui parler, va lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on lui débarbouille le visage, on va lui expliquer « je te mets un gant, je débarbouille ton visage » et toujours garder le lien, toujours garder le contact visuel. L'enfant vit dans son corps ce que l'adulte est en train de faire et mettre des mots, c'est mettre des mots aussi pour les apprentissages futurs. Pour le sommeil, donc là aussi, les enfants ont besoin d'être rassurés, les enfants ont besoin d'être bercés, câlinés, autant de temps que nécessaire pour qu'ils puissent s'endormir. Et chaque enfant est accompagné dans son rythme de sommeil. Certains enfants, ça va durer 2 petites minutes, on aura juste besoin de les mettre dans le lit, de poser une main rassurante sur le dos, leur chanter une petite chanson, ils vont s'endormir. Pour d'autres enfants, ça peut être un petit peu plus long. Dans les habitudes aussi de la maison, on va les bercer, les rassurer, mais en général, ça se passe très bien et ils s'endorment tous avec le cadre et le rythme de la crèche. Un joli reportage en crèche et d'ailleurs de plus en plus d'établissements sont sensibilisés à ce concept des 1000 premiers jours. Alors nous aurons rejoint sur ce plateau tout d'abord Madame Nicolas, vous êtes directrice du développement social à la CAF. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Et à vos côtés Madame Farouille, vous êtes en charge de la filière parents-enfants à l'ARS. Oui, bonjour. Alors Madame Farouille, l'ARS a fait de ces 1000 premiers jours un axe de développement majeur. Quelles sont les différentes actions que vous allez mettre en place pour promouvoir ce concept ? Alors pour promouvoir ce concept, notre première action a été de réunir les professionnels du champ de la périnatalité autour d'une conférence régionale sur les 1000 premiers jours. Nous avons abordé certaines questions, telles par exemple l'activité physique pendant la grossesse, qui sera un des axes prioritairement développés en lien avec le réseau périnatal, ce qui permettra de faciliter l'accès à des activités physiques adaptées pour les femmes enceintes. D'autre part, nous avons, depuis plusieurs années, nous travaillons aussi sur la promotion de l'allaitement maternel, qui est aussi l'un des axes principaux de ce concept des 1000 premiers jours. Et donc, en particulier, de manière plus concrète, nous avons déjà mis en place des projets expérimentaux visant à financer des consultations spécialisées en lactation pour les mères qui pourront en exprimer le besoin. Et donc, nous allons continuer à promouvoir cette pratique le plus possible pour encourager les parents à continuer l'allaitement jusqu'au 6e mois de l'enfant au moins. D'autre part, nous avons aussi comme axe de travail autour des 1000 premiers jours la parentalité. En fait, c'est tout ce qui
concerne les relations parents-enfants et l'implication des deux parents dans la construction de la santé, mais dans le sens de la santé globale. C'est-à-dire que la santé ne s'attache pas qu'à l'absence de maladie, qu'au côté physique. La santé mentale aussi est importante et les bases d'un bon équilibre se construisent aussi autour de ces 1000 premiers jours et reposent sur les parents. Et aussi la santé sociale, donc qui a trait à l'intégration en société. Et ce sont autant d'axes sur lesquels nous pouvons travailler avec les professionnels de manière à ce que la prise en charge autour de la naissance facilite le concept de construction du capital santé. Parmi justement les professionnels desquels vous vous entourez, il y a la CAF. Madame Nicolas, vous êtes le premier partenaire des structures. Quel est votre regard sur ce concept et en quoi la CAF a un rôle clé dans ce développement? Alors la question du développement de l'enfant est au cœur de la politique de la petite enfance. Et la CAF évidemment agit pour développer et maintenir les places d'accueil. Elle agit également auprès des structures, donc des gestionnaires de crèches et aussi les assistants maternels pour améliorer le service rendu aux familles. Nous insistons beaucoup, notamment auprès des crèches, pour qu'elles puissent s'équiper en matériel innovant, par exemple des espaces sensoriels qui participent au développement de l'enfant et que la CAF, bien évidemment, finance. Les études l'ont montré, il existe des capacités prédictives de la réussite scolaire et du développement d'une manière générale et que ces capacités, effectivement, varient en fonction du milieu socio-économique des enfants. Et donc, pour la branche famille, en tout cas dans la branche famille, nous sommes très conscients de cet état de fait, qu'une bonne partie des inégalités se joue très tôt, avant l'âge même de 3 ans. Et par exemple, avec 1000 mots parlés pour un enfant issu d'un milieu favorisé, contre 500 mots pour un enfant issu d'un milieu défavorisé. Donc la CAF est très très consciencieuse justement et très soucieuse plutôt de valoriser le rôle des crèches, mais aussi de tous les modes d'accueil formels dans la lutte contre les inégalités de destin. Et notre rôle, c'est véritablement d'assurer le plus possible l'égalité des chances dès le plus jeune âge. Et comment va-t-on le faire? D'abord, en évitant la barrière de l'argent, grâce à l'application d'un barème qui vient neutraliser les écarts de revenus. En évitant également la barrière de l'information, qui est souvent une source d'inégalité, en développant l'information sur les places d'accueil via le site internet dédié monenfant.fr, et puis en mettant en place une politique volontariste en faveur des enfants qui sont issus de familles modestes, mais aussi des enfants porteurs de handicap. Et là, la CAF va en quelque sorte verser ce qu'on appelle des bonus, c'est un versement complémentaire aux crèches qui accueillent les enfants qui sont dans ces situations particulières. Et puis le dernier levier à activer pour permettre donc cette égalité des chances, eh bien c'est finalement de maintenir un objectif de mixité sociale. Et cet objectif de mixité sociale vise en fait à évacuer tout effet de ghettoisation ou de stigmatisation des familles concernées, mais aussi des équipements et des professionnels qui interviennent sous les territoires. Merci beaucoup pour ces éclairages précis et concis. Merci, chers invités, de votre présence. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, rendez-vous sur le site www.santema97.com avec un article qui a été rédigé par le docteur Perianin, ici présent sur les 1000 premiers jours. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission et on se quitte comme à notre habitude avec la synthèse en créole. Bien bonjour tout le monde. Pendant l'émission là, nous découvrons ça a crié les 1000 premiers jours. Nous voyons que pendant la grossesse là, mais aussi pendant les 10 premiers l'année à Timouna, tout ça au café bail ni important ça. Pourquoi? Pour le développement. Ça veut dire en bonne alimentation, et des produits frais, sans toxiques, sans pesticides, qui permettent Timouna de bien développer et surtout pour le cerveau. Et bien surtout, il faut éloigner Timouna de tout environnement qui peut être toxique pour lui. Que ce soit dans ça qu'à respirer, ça qu'à manger, comme colorant, mais aussi dans relation hyper avec famille. Bah, l'amour qui aide bien développer psychologiquement. Ça veut dire veiller ces paroles-là. Tout ça qu'a fait avec Timouna, c'est ça qu'a créé en relation bienveillante. Tout le monde à présent, qui tient compte de ça, même si ces organismes-là, qu'on la CAF, l'ARS, ils rentrent dans la relation pour améliorer moyen de défense à ces petits monde-là, pour bien développer, mais aussi
pour un moyen de prévoir en l'eau maladie, à petit, qu'on grand, en nous prend soin des petits en nous. Merci pour écouter à autres.